Les coups d'épée résonnent encore dans l'imaginaire collectif. L'arène du Colisée, lieu de bravoure et de barbarie, a vu défiler des légendes, du moins à l'écran. Gladiator, chef-d'œuvre intemporel de Ridley Scott, nous a offert des personnages et il semble que sa suite veuille suivre le même chemin. Des guerriers prêts à mourir pour l'honneur, la vengeance ou simplement pour une lueur de liberté. Mais si vous pensez connaître leurs histoires, détrompez-vous. Derrière les exploits de Maximus, l'ambition de Commodus ou la puissance brute d'Anno se cache un mélange de fiction et d'histoire. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo on plonge ensemble dans l'univers impitoyable des gladiateurs. Nous allons explorer non seulement leurs récits dans les films, mais aussi leurs éventuelles racines historiques. De quoi séparer la légende de la réalité. Donc attention, bien sûr, cette vidéo va spoiler à toute balle Gladiator 1 et Gladiator 2. J'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Maximus, Ridley Scott et bien sûr des Gladiators. Let's go! Si on parle de Gladiator, impossible de ne pas commencer par l'homme, la légende, Maximus Decimus Meridius. Ancien général des armées de Marc Aurèle, fidèle serviteur de l'Empire et gladiateur malgré lui. Son parcours est aussi tragique que spectaculaire. Parce que oui, Maximus, c'est le leader charismatique, capable de mener des milliers de soldats à la victoire comme on avait pu le voir au début de Gladiator 1, et sa loyauté envers l'empereur Marc Aurèle était sans faille, au point que ce dernier le voyait comme un fils. Mais cette loyauté, malheureusement, allait sceller son destin. Avec la mort de Marc Aurèle, son monde bascule. Refusant de prêter allégeance à Commodus ou Commode, je l'appellerai Commodus, je pense, au cours de la vidéo. Donc je reprends, en refusant de lui prêter allégeance à ce nouvel empereur, Maximus devient une sorte d'homme traqué. Son refus marque le début de sa descente aux enfers et sa famille est massacrée, son honneur bafoué et il est aussi vendu comme un esclave. Mais Maximus, cet ancien général, ne reste pas à terre, loin de là. Dans l'arène, il renaît en tant que gladiateur. Combat après combat, il gagne en renommée, devenant un symbole d'espoir pour le peuple de Rome. Son objectif, la vengeance. Et il l'obtient dans un ultime duel contre Commodus, malgré l'énième trahison de ce dernier qui le blesse avant le combat. Maximus donc meurt, mais pas avant d'avoir accompli sa mission, libérer Rome de cette tyrannie. Mais du coup, est-ce que Maximus a-t-il vraiment existé? C'est une bonne question à se poser, je pense. Eh bien la réponse est oui et non. Le personnage qui était interprété par Russell Crowe est un mélange inspiré de plusieurs figures historiques. L'une des principales inspirations est Marcus Nonius Macrinus, général et proche conseiller de Marc Aurèle. Un homme respecté, loyal à l'empereur, qui vécut durant la même période que Maximus dans le film. Cependant, contrairement à son alter ego fictif, Maximus n'a jamais été réduit à l'esclavage ni combattu dans l'arène. Une autre source d'inspiration est Avidius Cassius, un général ambitieux qui s'est autoproclamé empereur après avoir reçu de fausses nouvelles concernant la mort de Marc Aurèle, qui représente, je pense que vous l'avez compris, un parallèle direct avec le moment où Maximus est désigné dans le film Gladiator pour succéder à l'empereur Marc Aurèle dans le dit film, évidemment. Enfin, Maximus doit aussi beaucoup à Narcissus, un gladiateur ayant réellement existé, et pas n'importe lequel, car c'est lui qui officiellement tue dans la vraie vie l'empereur Commodus. Et d'ailleurs, initialement, Maximus devait même s'appeler Narcissus dans les premiers scénarios du film, mais ça a été changé pour donner ce prénom qu'est Maximus. Maximus est donc un héros forgé dans le feu de l'histoire et de la fiction, un personnage qui incarne la lutte pour l'honneur, la justice et la liberté, une véritable icône, je pense que vous l'avez compris. Et même après sa mort, il laisse un héritage impérissable, un rêve d'une Rome meilleure. Mais si Maximus était le cœur de Gladiator, Juba en était l'âme. Oui, interprété par le talentueux Djimon Hounsou qu'on ne présente plus, Juba est l'un des compagnons les plus proches de Maximus, un lien qu'il a réussi à forger après la douleur et le sang des combats dans l'arène. En effet, Juba est présenté comme un ancien chasseur nubien, capturé et réduit en esclavage, et contrairement à Maximus, son passé n'a rien de glorieux. Pas de carrière militaire, pas de lien avec l'empereur, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une détermination à toute épreuve. Dès leur première rencontre, Juba montre son humanité en soignant les blessures de Maximus. C'est là que débute, on peut le dire d'une certaine manière, une amitié indéfectible. Ensemble, ils se battent, survivent et se soutiennent dans les pires épreuves. Juba représente une sorte de pilier moral pour Maximus, un rappel constant de ce pourquoi ils se battent, retrouver leur liberté et surtout de manière assez métaphorique leurs familles respectives. Juba qui veut les retrouver parce que sa famille est encore en vie et Maximus qui veut les retrouver en les vengeant mais qui les retrouvera d'ailleurs en mourant à la fin du film. Enfin vous voyez un petit peu, dites-moi ce que vous pensez de cette petite analyse faite en quelques secondes. Bien que le film ne le montre pas explicitement, on suppose que Juba, grâce aux actions
héroïque de Maximus finit par obtenir cette fameuse liberté tant convoitée. Et la dernière fois qu'on le voit, donc dans Gladiator, Juba enterre les figurines représentant la femme et le fils de Maximus au sein même de l'arène du Colisée. C'est une scène sobre mais puissante qui symbolise la fermeture d'un chapitre et l'espoir de pouvoir un jour retrouver sa propre famille. C'est magnifiquement bien écrit. Oui, c'est très bien écrit. Oui, vous pouvez le dire. Dites-le dans les commentaires que c'est bien écrit, je vous en supplie. Hein, rentabilisons ce travail. Mais contrairement à Maximus, Juba est un personnage entièrement fictif. Aucun gladiateur nubien de son acabit n'a été identifié dans les archives historiques. Si Juba était l'âme de l'équipe, Hagen en était les muscles. Ce gladiateur colossal interprété par Ralph Möller est un ancien barbare de Germanie capturé et vendu comme un esclave. Sa stature et sa force brute en font un adversaire redoutable, mais aussi un allié inestimable pour Maximus. Dans l'arène de Proximo, le maître des esclaves, Hagen n'a pas pour mission de tuer, mais de tester les nouvelles recrues. Il affronte d'ailleurs Maximus en le frappant à plusieurs reprises, sauf que ce dernier ne veut pas se défendre. Enfin, vous vous rappelez de la scène, bref, l'une des premières interactions qu'on a avec Hagen. Et une fois qu'il aura reconnu le potentiel de Maximus et de Juba d'une certaine manière, Hagen deviendra leur compagnon d'armes. Aux côtés de Maximus et Juba, Hagen participe à certains des combats les plus épiques de la franchise Gladiator. Sa taille et sa force sont des atouts majeurs face à des hordes d'adversaires qui se dressent sur leur chemin, mais Hagen n'est pas qu'un simple colosse, il est aussi loyal, prêt à donner sa vie pour ses compagnons. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs lorsque les quartiers de Proximo où se trouvent ces gladiateurs se feront attaquer par l'armée romaine. Hagen, fidèle jusqu'au bout, tombe sous une pluie de flèches et de coups de lance, protégeant ses camarades dans une bataille désespérée. Une mort digne d'un gladiateur qui scelle son statut de héros. Et comme Juba, Hagen est un personnage entièrement fictif, mais on peut se dire qu'il représente beaucoup de gladiateurs d'origine barbare qui furent capturés et forcés à combattre dans les arènes romaines. Vous savez, dans l'univers de Gladiator, certains personnages évoluent dans des zones grises. Et Antonius Proximo, interprété par le légendaire et regretté Oliver Reed, en est l'exemple parfait. Ancien gladiateur devenu maître d'esclaves, Proximo est un homme complexe, tiraillé entre son passé de combattant et son rôle actuel dans le film. Proximo a lui-même été un gladiateur, et pas des moindres. Il a gagné son épée de bois, un symbole de liberté, des mains de l'empereur Marc Aurèle en personne. Cette expérience l'a transformé, lui donnant un regard unique sur l'arène et ses gladiateurs. Il est par la suite devenu un riche propriétaire d'esclaves, et Proximo gère d'une certaine manière une école de gladiateurs, où il forme des combattants prêts à se battre pour la gloire et aussi pour la survie. Mais malgré son apparence froide et pragmatique, Proximo montre un certain respect pour ses gladiateurs, en particulier Maximus Decimus Meridius. Car en effet, pour lui, Maximus est un homme d'honneur. Et notamment, lors du coup d'état fomenté par Maximus, Proximo est d'abord réticent à se joindre à lui. Il se considère comme un entertainer, pas un révolutionnaire. Mais tout change lorsqu'il apprend que Commodus a assassiné Marc Aurèle, l'homme qui lui avait accordé sa liberté. Dans un acte de défiance, Proximo libère ses gladiateurs et se prépare à défendre son école face aux troupes de Commodus qui l'attaquent évidemment. Armé de son épée de bois, il fait dos à ceux qui étaient prêts à l'attaquer et meurt, massacré par bon nombre de coups qui lui sont assénés. Au revoir Proximo, on ne t'oubliera pas. Mais tout comme Juba et Hagen, Proximo est également un personnage fictif, mais représentait dans le film une sorte de lueur d'espoir et une sorte d'hommage à ces gladiateurs qui se sont battus pour sortir de leurs conditions. Parmi les nombreux adversaires que Maximus a affrontés, il y en a un qu'on n'est pas prêt d'oublier. Tigris de Gaulle se distingue comme l'un des plus redoutables. Ce gladiateur invaincu, appelé hors de sa retraite par Commodus, est interprété par le colosse Sven Ole Thorsen, qui a été d'ailleurs, pour la petite anecdote, élu l'homme le plus fort il y a quelques années de cela. Son style de combat brutal et les tigres qui étaient présents lors du combat contre notre bon Maximus ont su marquer les esprits. Car en effet, Tigris, c'est la carte maîtresse de Commodus. Lorsqu'il sent que Maximus commence à gagner beaucoup trop en popularité, l'empereur décide de faire appel à cet ancien champion, espérant enfin réussir à briser l'ascension du général déchu. Le combat est une démonstration de puissance. Tigris manie avec dextérité une épée et une hache, tandis que ces tigres, enchaînés mais prêts à attaquer, compliquent la tâche de Maximus. Il y a même un tigre qui bondit sur Maximus et qu'il arrive à tuer notre bon petit père. On l'applaudira d'ailleurs pour ça. Mais malgré donc ces obstacles, Maximus parvient à désarmer Tigris et à l'immobiliser. Sauf que, dans un acte de défiance ultime, Maximus refuse d'achever son adversaire, humiliant ainsi Commodus qui avait donné l'ordre de l'éliminer justement devant tout Rome. Tigris, bien que vaincu pour la première fois, survit et quitte l'arène.
Est-ce qu'on peut dire avec son honneur intact? Je ne sais pas, mais en tout cas, avec la vie devant lui, j'ai envie de dire. Et tout comme les 2-3 gladiateurs que je vous ai présentés, Tigris de Gaulle est un personnage fictif, mais il incarne l'archétype du champion imbattable. Et désormais, parlons de l'adversaire final de Maximus. Je parle bien sûr de l'empereur Commodus, interprété par Joaquin Phoenix. C'est l'un des antagonistes les plus mémorables de Gladiator, si ce n'est le plus mémorable finalement. Fils de Marc Aurèle, il incarne la décadence et la cruauté de la Rome impériale. Mais ce n'est pas qu'un empereur corrompu. Commodus, oui, Commodus de son petit nom, se voit aussi comme un gladiateur, bien que ses méthodes soient loin d'être honorable. Dans le film, Commodus trahit son père, le suffoque, puis s'empare du trône par la force. Il exige ensuite de Maximus qu'il lui prête allégeance, mais face au refus de ce dernier, il ordonne l'exécution de sa famille. Maximus survit à cette tentative d'assassinat, mais Commodus reste obsédé par lui, cherchant constamment à le briser. L'ultime confrontation entre les deux hommes se déroule dans le Colisée, mais avant le combat, Commodus poignarde Maximus en secret, espérant garantir sa victoire. Et même blessé, Maximus parvient à le vaincre dans un duel intense. Commodus meurt, humilié sous les yeux du peuple de Rome tout entier. Et dans la réalité, eh bien, Commodus fut effectivement un empereur controversé, donc il a bel et bien existé, connu pour sa fascination malsaine pour les combats de gladiateurs. Il participait d'ailleurs lui-même à des combats dans l'arène, bien qu'il soit souvent truqué pour assurer sa victoire. Et son règne d'ailleurs est considéré comme un tournant vers la décadence de l'Empire romain. Et historiquement, Commodus n'est pas mort de manière magistrale dans l'arène, mais dans son bain, assassiné par le gladiateur et son partenaire de combat Narcissus, lors d'un complot impliquant sa maîtresse et des sénateurs. Commodus symbolise donc la corruption et la tyrannie, mais son rôle dans Gladiator va au-delà. Il est le miroir de Maximus, un homme sans honneur ni scrupules, un empereur gladiateur, oui, mais sans l'étoffe d'un vrai combattant. Désormais, passons au second volet des aventures des gladiateurs avec Gladiator 2, sorti 20 ans après le premier. Dans Gladiator 2, donc, un nouveau héros émerge. Anno, interprété par Paul Mescal. Mais derrière ce nom se cache une identité bien plus prestigieuse. Lucius Verus II, le fils de Lucilla et de Maximus Decimus Meridius. Lucius est le véritable héritier du trône, même si son destin va le conduire bien loin de sa ville natale, Rome. Après la mort de Maximus et de Commodus, Lucius est caché en Numidie pour échapper aux intrigues politiques. Mais le destin frappe à nouveau, la ville où il grandit est attaquée par les forces de Marcus Accacius, général sous les ordres des empereurs Geta et Caracalla. Capturé et vendu comme esclave, Lucius se retrouve dans l'arène sous le nom de Anno, nom qu'il avait d'ailleurs récupéré du temps de ses aventures à Numidie. Malgré sa jeunesse, Anno prouve rapidement sa valeur, il mène ses compagnons dans des combats acharnés, notamment contre un gladiateur accompagné d'un rhinocéros, que je ne citerai pas plus que ça dans la vidéo car il n'a pas vraiment existé, et donc la bravoure et l'intelligence d'Anno lui permettent de gagner le respect de ses pairs. Le point culminant de son parcours se joue lorsqu'il affronte Marcus Accacius en duel, celui qui a tué sa femme et qui a conquis son ancienne ville. C'est un combat personnel empreint de rage et de justice, et même si Accacius a totalement l'avantage, Accacius décide d'abandonner le combat, et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, bref, mais en tout cas, c'est notre bon Anno qui gagnera cet affrontement titanesque. Puis par la suite, il affrontera son maître esclave devenu empereur pendant 2 secondes, Macrinus, interprété par Denzel Washington, et le tuera devant une armée extrêmement importante, devenant d'une certaine manière, on a l'impression, on le devine, le nouvel empereur de Rome. Et historiquement, c'est assez intéressant parce que Lucius Verus II, eh bien, c'est, bon d'accord, le fils de Lucilla, vous l'avez compris, sauf qu'il est mort jeune. Il est même mort avant les événements liés à Commodus. Donc autant vous dire qu'il y a quand même des libertés qui ont été prises par Ridley Scott. Et dans Gladiator 2, il n'est pas censé être en vie, vous avez compris historiquement, mais bref, il devient un symbole de résilience et d'héritage. Bien qu'il ne soit pas explicitement déclaré empereur à la fin du film, son rôle dans la reconquête de Rome laisse planer cette possibilité. Mais d'ailleurs, ces pauvres gladiateurs de l'Antiquité n'avaient pas grand-chose pour se régénérer après leur combat. Mais heureusement, vous, qu'est-ce que vous avez de mieux les gars? Eh bien vous avez la possibilité d'avoir les savons Onae, fabriqués en France de manière artisanale. Ces savons sont conçus pour les véritables guerriers des temps modernes. Des noms qui claquent, comme le Tiger ou comme la brique, une qualité à toute épreuve avec ces savons, c'est l'arme secrète des champions de l'arène, comme les champions de la cage, parce que même des combattants de MMA comme Benoît Saint-Denis ou Morgan Charrière ont leur propre savon Onae disponible sur le site. C'est la preuve ultime que ces savons ne sont pas là pour plaisanter, ils renforcent votre peau, prennent soin de vos muscles et vous aident à rester au top. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi rejoindre cette élite avec
un code spécial de promo moins 10%, le code Ludoverse qui s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à vous en servir, vous avez le lien dans la description. Donc qu'est-ce que vous attendez? Faites partie de la légende, vite avant qu'il n'y ait plus de savon. Let's go! Reprenons avec un autre gladiateur qui avait quand même son importance. On parle bien sûr de Rabi, un personnage qui a quand même vachement aidé notre petit Lucius Verus 2. Il est interprété notamment par Alexander Karim et c'est lui qui soigne donc notre bon Lucius tout au long du film. Il est passé du statut d'esclave à celui de gladiateur avant de gagner sa liberté et de devenir soigneur pour les nouveaux combattants de l'arène. Il a fondé sa petite vie de famille dans la ville de Rome et je pense que j'ai pesé mes mots en disant qu'il avait une petite importance dans l'histoire de Lucius, dans le sens où il a quand même apporté énormément d'informations à notre bon Lucius concernant l'endroit où étaient exhumés les os de son père, Maximus Decimus Meridius, bien sûr, ainsi que l'endroit où se trouvait tout son attirail et ses équipements. Et c'est également grâce à lui que Lucius a pu rameuter toute l'armée du général Acacius que je vous présente juste après, afin de pouvoir reprendre le pouvoir à Rome. Même si ça ne s'est pas passé exactement comme ça, vous avez compris, je pense, l'idée. Ravi est a priori un personnage totalement inventé pour Gladiator 2, mais en tout cas on ne l'oubliera pas, ça on peut en être certain. Passons désormais à Marcus Acacius, interprété par Pedro Pascal dans Gladiator 2. C'est un personnage complexe, général respecté des empereurs Geta et Caracalla. Il a mené de nombreuses campagnes militaires pour Rome. Mais sous une armure de héros de guerre se cache un homme fatigué des horreurs de la conquête. Après des années à servir l'Empire, Marcus Acacius en a assez. Il ne peut plus supporter de voir ses soldats, jeunes et pleins d'avenir, mourir pour des causes qu'il ne cautionne plus. Désabusé, il décide de fomenter un coup d'état pour renverser les empereurs Geta et Caracalla, mais la trahison rôde et son plan échoue. Déchu de son rang et condamné à l'arène, Acacius devient malgré lui un gladiateur. Lors de son premier combat, il affronte de grands soldats, prouvant qu'il reste un combattant redoutable et réussit bien sûr à les tuer. Mais le véritable duel l'oppose à Lucius Verus, le fils de Maximus et de sa bien-aimée Lucilla. Acacius, rongé par le remords, refuse de combattre sérieusement Lucius Verus. Il dépose ses armes, espérant que le jeune homme comprenne que la vengeance ne résoudra rien, mais l'empereur Geta, assoiffé de sang, ordonne son exécution malgré tout. Marcus Acacius meurt en martyr, victime d'un système qu'il a longtemps servi et qu'il a fini par défier. Une mort tragique qui marque l'un des moments les plus poignants de Gladiator 2. Et contrairement à d'autres personnages, encore une fois, Acacius est entièrement fictif également, oui. Cependant, on s'en doute, son rôle doit s'inspirer de nombreux généraux romains qui, après avoir servi fidèlement, se sont rebellés contre l'Empire, souvent à leur risque et péril. On ne peut pas finir cette vidéo sans parler du gladiateur maléfique, si on peut dire, de Gladiator 2. Oui, car si certains gladiateurs ont trouvé la gloire dans l'arène, Macrinus, interprété par l'incomparable Denzel Washington, a gravi les échelons jusqu'à devenir l'homme le plus puissant de Rome. Mais ce pouvoir, il ne l'a pas obtenu par hasard. Son parcours est marqué par la trahison, la manipulation et un désir de vengeance terrible. Ancien esclave, Macrinus a d'abord connu les horreurs de la servitude, mais son destin change lorsqu'il est vendu à un maître de gladiateurs, on le suppose bien sûr, et que dans l'arène, il se révèle être un combattant hors pair, accumulant victoire après victoire. Grâce à ses exploits, il gagne sa liberté et devient lui-même un maître d'esclaves, lui permettant d'ailleurs d'acheter plus tard Lucius Verus. Vous l'avez bien compris, j'en suis sûr. Et Macrinus ne se contente pas de gérer seulement ses gladiateurs. Animé par une haine envers Marc Aurèle, qu'il tient pour responsable de ses souffrances, il s'introduit dans les cercles de pouvoir. Usant de son charisme et de ses talents de stratège, il manipule les empereurs Geta et Caracalla jusqu'à orchestrer leur chute. Dans un coup de maître, Macrinus élimine les deux empereurs et s'installe sur le trône. Sous son commandement, Rome plonge dans une ère de terreur et de contrôle absolu. Cependant, son ascension est de courte durée, car il trouve un adversaire à sa mesure, Lucius Verus, alias Hanno, alias son ancien esclave. Dans un combat singulier, le fils de Maximus défie Macrinus pour la liberté de Rome. Le duel est intense, mais Lucius, héritier de l'esprit de Maximus, parvient à vaincre Macrinus, mettant fin à son règne tyrannique. Historiquement d'ailleurs, Macrinus a potentiellement réellement existé, mais son parcours diffère grandement. Il est en effet devenu empereur de Rome, il n'était pas gladiateur, mais un préfet du prétoire, et il a également renversé Caracalla, même si son règne fut très bref, marqué par des tensions internes, et il fut finalement assassiné. Denzel Washington, c'est le genre de gars qui peut marquer n'importe quelle franchise dès le moment où il est dedans. Donc imaginez s'il était chez Marvel, et il se pourrait bien que ce soit le cas, comme il l'a annoncé récemment, ainsi que peut-être d'autres acteurs extrêmement connus, comme Jason Statham. Mais j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo de Ludoverse, je te dis à la prochaine, bonne journée à toi, abonne-toi, salut!